Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcours, la nouvelle émission de Madines. Avec ce programme, nous allons à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs de talent que l'on voit peu dans les médias et qui nous racontent leur chemin entrepreneurial. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Mansour Ndao, fondateur de Mentor Goal, qui nous explique comment il en est venu à monter sa première puis sa deuxième entreprise après une très courte carrière en cabinet de conseil. Bonne émission. Bonjour Mansour. Bonjour Anaïs. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous avez créé Mentor Goal il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre société ? Oui, alors Mentor Goal, c'est une start-up qui est née il y a 2 ans et demi. On accompagne des étudiants à trouver une alternance. Pour ça, on travaille avec les établissements de formation qui sont des partenaires essentiels dans l'insertion professionnelle des étudiants. Du coup, Mentor Goal, c'est une plateforme interactive entre les étudiants et leur école qui leur permet de faire le suivi de leur candidature, trouver des offres d'emploi et d'avoir les outils pour être le plus performant possible dans la recherche d'alternance. Et alors vous avez lancé cette entreprise il y a 2 ans et demi, vous êtes né au Sénégal et êtes arrivé en France à l'âge de 5 ans. Dans quel contexte avez-vous grandi ? Quelles sont les valeurs que vous ont transmises votre famille ? Est-ce que ça vous a aidé à entreprendre ? Alors, oui, je suis arrivé en France donc, du coup, à l'âge de 5 ans. Mon père est basketteur professionnel. Et du coup, on a pas mal déménagé pour s'installer à Dax, finalement, là où j'ai grandi la plupart de mon enfance. Et puis, oui, du coup, mon père est fait une grande partie de ma vie, puisque c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui chez nous, c'était un peu l'auberge espagnole. Il accueillait de la famille, des collègues basketteurs. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens lors de mon enfance. Donc, on va dire que j'ai pas peur des inconnus et partager avec eux. Donc voilà. Et une autre des valeurs que mon père m'a transmis, c'est... alors, il me l'a transmis un peu malgré lui. Alors, j'ai pas eu une enfance facile, on va dire, parce que mon père est quelqu'un de très, très exigeant. Et il m'a apporté en fait cette rigueur et surtout cette résilience face aux difficultés. Mon père, il m'a fait 0 cadeau pendant l'enfance, c'était mon coach de basket aussi. Donc, et du coup, c'est pas parce que j'étais son fils que je rentrais dans le 5 de départ. Donc voilà, il fallait que je gagne ma place et puis voilà. Donc, Et est-ce que l'exigence de votre père vous a aussi poussé à faire un certain type d'études ? Est-ce qu'il fallait rentrer dans un moule particulier ou vous aviez toute liberté de faire ce que vous vouliez faire ? Alors, mon père, il a jamais choisi pour moi les études. Il avait beaucoup d'ambition pour moi, ça je le savais, pas droit à l'échec. Par contre, je pouvais choisir mes batailles et du coup, la première étape, ça a été le bac. Lui, il a pas eu le bac et du coup, quand j'ai ramené le sésame à la maison, c'est la première fois de ma vie, je me souviens qu'il m'a dit qu'il était fier de moi. Donc, c'est pas un mot léger qui lance comme ça. Et du coup, il disait même notre bac. Donc, ça a démontré bien sa fierté. Ah ouais, et est-ce que ce non-droit à l'échec vous poursuit toujours aujourd'hui dans votre aventure entrepreneuriale ? Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ce non-droit à l'échec. Ça m'a beaucoup poursuivi. Par exemple, redoubler pour moi, on me l'a jamais vraiment dit, mais c'était redoubler, c'est un échec et du coup, c'est un peu honteux d'échouer alors, à travers les études, mais derrière, quand j'ai fait la paix avec l'échec, c'est là que je suis devenu réellement un entrepreneur. Aujourd'hui, je sais que un projet entrepreneurial, c'est jamais pérenne à 100%. On vient de le traverser, on vient de le voir avec la période du Covid. Un entrepreneur, pour moi, il peut pas vraiment entreprendre s'il ne se donne pas le droit à l'échec. En tout cas, s'il n'imagine pas comme étant le pire qui puisse arriver. Parce qu'en fait, en soi, échouer sa boîte, ça tue pas. Voilà. Ok. Et est-ce que
Cette confiance-là, est-ce que vous l'aviez déjà quand vous avez lancé votre première boîte? Donc juste pour faire un petit retour en arrière, vous avez fait une licence d'économie et c'est au cours de cette licence d'économie que vous avez lancé votre première entreprise. Est-ce que vous aviez déjà cette confiance-là et surtout, est-ce que vous avez découvert votre fibre entrepreneuriale à cette occasion ou est-ce qu'au final, elle n'a pas toujours été là, tapis, au fond de vous? C'est vrai que quand j'ai été auto-entrepreneur, du coup, quand j'étais en licence, j'habitais dans une résidence universitaire où euh, en fait, il y avait une personne qui était en charge de l'animation. Elle m'a confié les rênes de l'animation sportive. Euh, et du coup, au tout début, j'étais bénévole, puis j'étais salarié CDD. C'était un contrat étudiant CDD. Et enfin, je me suis décidé à créer mon auto-entreprise où j'ai commencé à facturer mes heures. Au début, j'étais à 15 € de l'heure, puis je suis passé à 20, 25, 30. J'ai pris confiance en moi au fur et à mesure du temps. Mais finalement, cette fibre entrepreneuriale, elle était là depuis un petit moment, puisque j'ai toujours, aimé faire des choses qu'on m'a pas demandé pour atteindre mes objectifs. Par exemple, je me souviens quand j'allais en vacances au Sénégal à l'âge de 13 ans, euh, je me souviens que ma tante me faisait des biscuits qu'elle mettait dans des petits sachets et je faisais le tour du quartier pour vendre des petits gâteaux. Ah ouais, même pas pour les distribuer gratuitement, Non, quoi, non, pour les c'était vendre. pour les vendre. Alors j'y gagnais quoi? C'était 25 francs ou 50 francs CFA, donc c'est même pas l'équivalent de 10 ou 20 centimes. Mais quelque part, c'était déjà une activité qui me faisait énormément plaisir. Voilà, on avait de quoi après derrière se faire plaisir, acheter des bonbons ou quelque chose. Mais c'était déjà pour moi quelque chose. Enfin, je comprenais que l'entrepreneuriat, ça avait du sens pour moi à cette époque. Donc pour vous, c'est quelque chose qui est plutôt inné et qu'on a en soi. C'est pas forcément quelque chose qu'on développe, qu'on acquiert, qu'on... Je pense qu'il faut, au Sénégal, par exemple, le nombre d'entrepreneurs, il est énorme. Alors les entrepreneurs, ils ne le sont pas forcément par choix, ils le font parce le taux de salariat au Sénégal est très bas. Du coup, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt l'environnement qui m'a permis de me donner les clés pour entreprendre plutôt que inné. Je pense que oui, il y a une partie de moi, mais clairement, c'est l'environnement qui fait que. Et alors en parlant d'environnement, vous avez poursuivi vos études à l'EM Grenoble avant de commencer votre carrière en cabinet de conseil. Oui. Et l'aventure s'est arrêtée net au bout de 3 mois lorsque vous avez démissionné. Que s'est-il passé? Alors, j'ai rejoint effectivement, quand j'ai rejoint Grenoble École de Management, mon objectif c'était de travailler dans un cabinet de conseil. Euh, j'ai voulu faire un peu, voilà, suivre un peu la voie royale, école de commerce, cabinet de conseil, puis au bout de quelques années aller dans un métier que j'aurais appris, que j'aurais découvert en cabinet de conseil. Et finalement, ma première mission, ça a été au ministère des Finances. Euh, et, et justement, quand je l'ai annoncé à mes parents que je travaillais dans ce cadre-là, ils étaient très très contents. Sauf que moi, au bout de quelques jours, quelques semaines, je ne me suis pas du tout retrouvé à ma place. Euh, Simplement, les gens étaient très cool, mais il y avait quand même une vraie différence entre ma personnalité et le milieu dans lequel j'étais et aussi les tâches qu'on me demandait de faire. C'est-à-dire que les missions que j'avais dans ma mission ne me correspondaient pas. Je suis quelqu'un de très chaleureux et je travaillais principalement tout seul derrière un ordinateur. Du coup, j'ai démissionné tout simplement parce que il fallait que j'aille ailleurs. C'était un réel échec. Et justement là, le reconnaître, c'était démissionner. Et il y avait déjà une autre envie derrière? Vous saviez déjà ce que vous aviez envie de faire ou c'était vraiment c'est plus possible cet environnement, je démissionne en ne sachant pas vraiment ce que je vais faire derrière? J'ai réellement démissionné en ne sachant pas quoi faire derrière. J'ai passé une semaine derrière dans un état où je ne me suis pas reconnu, presque en dépression. J'étais chez moi, les rideaux baissés, les volets baissés, et donc je savais vraiment pas quoi faire. J'ai des personnes de mon entourage qui m'ont appelé pour me demander si ça allait bien, ils s'inquiétaient. Et finalement, peu de temps après, j'ai reçu une offre d'emploi dans ma boîte mail et c'est une offre d'emploi de chez Open Classrooms où j'ai postulé et au bout de 5 entretiens, j'ai rejoint Open Classrooms et là tout a changé.
Là, on est devant le ministère des Finances. Moi, ça fait 5 ans que je suis à Paris. Et après mon diplôme, je suis monté en tant que consultant pour rejoindre donc, un cabinet de conseil. Et j'ai travaillé du coup au ministère des Finances. Ça a été court et intense. Donc au bout de 3 mois, moi j'ai démissionné parce que ça ne me correspondait pas vraiment. Et c'est là que j'ai intégré une start-up qui s'appelle Open Classrooms dans l'éducation. Et j'ai découvert un peu ma vocation pour l'employabilité et l'accès à l'éducation. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé Mentor Goal, où on accompagne du coup aujourd'hui des étudiants à trouver une alternance en collaborant avec les écoles et donc les organismes de formation. Alors bienvenue chez Mentor Goal. Ici on est à WeWork Bercy. On a posé nos valises ici il y a 2 ans et grâce à notre incubateur Entrepreneurs dans la ville et WeWork qui nous soutiennent depuis le début. On est aujourd'hui chez Mentor Goal une dizaine de personnes et très bientôt de nouvelles personnes qui vont nous rejoindre. Et alors justement, quel type d'entrepreneur êtes-vous ? Merci pour cette question. Alors, je pense que je suis un entrepreneur qui aime créer, qui aime répondre aux problèmes. Moi, ce que j'adore, c'est parler à des clients, comprendre leurs enjeux, leur proposer des solutions qui répondent exclusivement à ces enjeux. C'est-à-dire que je ne vais pas créer un truc qu'on ne m'a pas demandé. Et aujourd'hui, c'est ça, chez Mentor Goal, on co-construit la plateforme avec nos clients et nos partenaires qui sont les écoles. Et c'est pas nous qui nous réveillons le matin en nous disant « Ah tiens, il faut faire ça » et on le fait. C'est vraiment des retours constants. Et pour moi, c'est un type d'entrepreneur qui écoute à la fois ses clients, mais aussi ses salariés. Aujourd'hui, on est une entreprise 100% à distance. Et c'est important pour nous de rester à l'écoute de nos salariés, de leurs besoins et de pouvoir les aider à grandir aussi. Et alors vous dites « on », vous avez lancé l'entreprise tout seul ou du coup vous étiez solidement accompagné ? Alors j'ai lancé l'entreprise à la base tout seul. Je me suis associé avec une personne qui s'appelle Anaïs aussi. Et après j'ai été accompagné par Entrepreneurs dans la ville, qui est un incubateur qui a un programme de formation avec l'EM Lyon. Et j'ai aussi été accompagné par la French Tech. On a été bénéficiaire du PIA, hein, c'est la bourse French Tech parisienne. Et on a été accompagné par qui d'autre ? On est également accompagné par le réseau Entreprendre, qui nous a octroyé un prêt d'honneur aussi, qui est une belle reconnaissance aussi quand on est entrepreneur. Et quelle part cet accompagnement a aujourd'hui dans le succès de Mentor Goal, dans ce que vous en avez fait aussi, et puis peut-être dans ce que vous êtes devenu en tant qu'entrepreneur ? Ces accompagnements, c'est crucial en fait dans le succès de Mentor Goal. Moi, je sais que quand on est rentré dans ces accompagnements, on faisait déjà 40-50 000 euros de chiffre d'affaires. À travers ces accompagnements, on a fait quasiment x4, x5 sur le chiffre d'affaires, parce qu'on a pu revenir sur des sujets de base tels que la commercialisation, le pricing, et puis même revenir sur toute cette partie retour avec les clients. J'ai vraiment appris en fait des méthodologies qui sont importantes quand on est entrepreneur. C'est-à-dire que on peut entreprendre en faisant un peu comme on veut, mais c'est toujours bien d'avoir des mentors et des personnes plus expérimentées qui nous mettent un peu sur les rails. C'est intéressant. Et j'imagine que ce ne sont pas des méthodologies qui s'apprennent sur les bancs de l'école. C'est vraiment plus accompagné de personnes qui ont déjà travaillé et qui savent de quoi elles parlent, quoi. Clairement. À l'école, donc je disais, chez Grenoble École de Management, on a fait énormément de cas pratiques. On a travaillé avec des startups, des vraies startups et des vraies entreprises. Pour autant, dans une école de commerce, on apprend à être un bon salarié. On apprend un peu les bases de l'entrepreneuriat, mais on n'est jamais vraiment préparé à devenir un entrepreneur.
Et ça s'apprend vraiment sur le tard et grâce aux mentors que j'ai pu rencontrer lors de ces accompagnements. Et alors, ce que vous avez appris pour être un bon salarié, est-ce que ça vous est utile quand même ou pas du tout? Eh bien, ça m'est utile dans le management surtout. Aujourd'hui, quand on a une équipe qui grandit, c'est important voilà, moi je suis pas salarié, mais je l'ai été, donc il y a cette expérience-là qui sert. Il y a également tout ce qu'on a vu en école de commerce qui ressurgit, c'est-à-dire que j'avais un cours par exemple de management interculturel. Quand on a des personnes qui viennent d'un peu partout, il faut savoir travailler autour de la cohésion d'équipe, et ça c'est des choses qui restent, effectivement. Et puis le management aujourd'hui, c'est quand même la clé aussi du succès d'une entreprise. Est-ce que vous rencontrez des difficultés à ce niveau-là? Est-ce que c'est simple de faire grandir une entreprise ou est-ce qu'il y a quand même pas mal de freins auxquels vous vous heurtez? Clairement, le management, surtout en 2021, il y a plein de choses qui changent, il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de choses nouvelles. Aujourd'hui, en fait, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'important, c'était d'identifier les personnes clés de l'entreprise, de bien les chouchouter. En fait, il faut chouchouter tout le monde, mais les personnes clés, elles sont importantes. Moi, c'est ce que j'ai appris cette année. Et également, quand une personne clé aussi t'annonce qu'elle a envie de partir, parce que aussi il y a des gens qui ont des plans. Aujourd'hui, Mentor Goal, c'est un niveau de développement, mais voilà, j'ai un salarié qui a eu une opportunité dans une grande boîte. Et ben, c'est aussi les encourager à partir prendre de l'expérience aussi ailleurs parfois, ce qui n'est jamais facile, mais moi je retiens jamais personne, dans un sens où si quelqu'un veut partir, on lui fait une belle recommandation, et puis voilà, c'est jamais terminé, la personne part prendre d'autres compétences et peut-être revenir dans le projet, effectivement. En tout cas, toutes ces personnes-là contribuent et ont beaucoup contribué au succès de Mentor Goal jusqu'à présent. Et alors ça, j'imagine que c'est aussi ce que vous retirez de l'expérience Open Classroom, c'est que vos salariés d'aujourd'hui, potentiellement demain, peuvent être des prestataires ou des partenaires, peut-être des gens avec qui vous allez travailler d'une autre manière. Complètement. D'ailleurs, en fait, c'est un développeur là, qui est parti dans une autre entreprise, et finalement, on va travailler avec lui en freelance. C'est toujours quelque chose qui est là. Chez Open Classrooms, on avait les BSPCE, c'est quand une partie du capital est allouée aux salariés. Chez Mentor Goal, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et qu'on va mettre en place dès qu'on le pourra. Ok, parce que vous avez une volonté de lever des fonds à court terme? Alors, à court terme, oui. Alors, on travaille là, sur une levée de fonds avec BPI France notamment, et une banque, mais c'est une levée de fonds avec donc, des acteurs publics et principalement, globalement. Mais sinon, c'est une levée de fonds non dilutive. Donc, dans tous les cas, ça reste sur des montants assez... on ne parle pas de plusieurs millions, mais de quoi nous permettre de nous développer dans les prochains mois. Et alors, on parlait d'obstacles tout à l'heure, oui. Où on s'est quand même un peu concentré sur le management. Mais est-ce que dans la création de votre entreprise et sur tout le chemin qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des freins ou des obstacles particulièrement compliqués à dépasser? Quand on parle de création d'entreprise, on parle de clients. Du coup, un des premiers obstacles, ça a été de signer les premiers clients, identifier les potentiels prospects, comprendre leurs besoins. C'est quelque chose que je maîtrisais. Ce que je maîtrisais moins, c'était sur la proposition financière et sur cadrer la relation de travail. C'était quelque chose qui était plus difficile pour moi. Et heureusement que là, j'étais bien accompagné, parce que partir sur un contrat de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une poignée de main, quand on se lance, c'est des choses qu'on fait, mais finalement, on risque de le regretter. Et voilà, avoir un partenaire juridique au début, c'est quand même assez intéressant et primordial, je dirais. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux entrepreneurs, entrepreneuses qui nous regardent? Si j'ai un conseil à donner, ce serait de penser à générer le premier euro le plus rapidement possible.
parce que beaucoup d'entrepreneurs se sont lancés il y a plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans, et ils ont encore généré 0 €. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est une priorité absolue, de générer au moins 1 € de chiffre d'affaires. Et ça a l'air un peu ridicule comme ça, mais c'est pas aussi facile que ça. Bon, vous l'avez déjà dépassé. Vous Oui, êtes à quoi, 300 000 € cette année, c'est ça? c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur dans l'entrepreneuriat encore? Oui, toujours, il y a une incertitude aujourd'hui, c'est la peur de ne pas aller assez vite, la peur d'aller trop vite, parfois que ça peut être dans des recrutements. euh, c'est, voilà, je pense alors, je vis pas dans une peur au quotidien, mais clairement, ça fait du bien parfois d'avoir, comme je disais, ces mentors qui nous permettent de prendre du recul sur là où on en est. Et voilà, nous, on sait- je vois pas l'entrepreneuriat. Il y a pas mal d'entrepreneurs à succès qui lèvent plein de fonds dans tous les sens, qui font des résultats Mm. incroyables. Euh, on peut aussi créer une start-up qui croit vite, mais qui à la fois dans des proportions, on va dire, raisonnables. Donc c'est aussi ça qu'on fait chez Mentor Goal. On essaye d'avoir cet équilibre pour aussi le bien-être des salariés. Nous, à 17h, 17h30, plus personne ne travaille et c'est quelque chose dont je suis fier. Et alors, en parlant de fierté, est-ce que votre entreprise, tout comme votre bac, Ouais. appartient aussi un peu à votre père, à votre famille? Alors, l'entreprise, non, l'entreprise, clairement, elle appartient. Cette fierté-là m'appartient. Ils sont fiers de ça. Mais mon père, depuis le bac, c'est comme si. Alors, depuis le bac et le bac plus 5, lui, la partie études était très importante Mm. pour lui. Après, tout le reste, il m'a laissé le choix. Par contre, je l'ai inspiré à créer sa propre entreprise. Et ça. Alors il m'appelle toujours parfois pour l'aider à dimensionner un devis, etc., pour ses clients ou ses prospects. Mais oui, ils sont très fiers, mais aujourd'hui, c'est à moi de porter ça à un niveau qui va me permettre d'en vivre et qui va me permettre aussi euh, d'évoluer professionnellement. Et alors, au-delà de votre père, vous avez 7 frères et sœurs, une Oui. grande famille. Est-ce que vous avez inspiré d'autres personnes qui ont suivi un peu vos traces? Alors, ils sont tous plus jeunes que moi. Donc moi, je suis l'aîné de la fratrie. Ce qu'il faut, je les ai inspirés en tout cas à faire des études. Aujourd'hui, ma sœur, elle fait un BTS. J'ai mon frère qui passe le bac. Sinon, les autres, ils sont au lycée ou au collège. Mais On va globalement, je les attendre ai un peu. inspirés en leur donnant l'exemple que on pouvait être né dans cette famille et avoir un bac plus 5. Et pour moi, c'est déjà quelque chose. Et aussi, on pouvait s'en sortir, même en ayant grandi à Dax, on pouvait avoir une carrière professionnelle dont on peut être fier. Oh bah quand même, Dax, c'est pas, Ça vous c'est parle, pas Dax? n'importe quel village. Bah justement, c'est pas un village. Oui, c'est pas un Et, village, euh, effectivement. et alors, sur vos ambitions pour Mentor Goal, si je vous demande où est-ce que vous seriez dans 10 ans, idéalement, votre plus grand rêve pour Mentor Goal, ce serait quoi? Euh, alors, dans 10 ans, nous, on aimerait être un acteur dans l'insertion professionnelle des jeunes, travailler avec les établissements de formation sur tout le territoire et pourquoi pas même en Europe pour l'insertion professionnelle des étudiants. C'est important pour nous de contribuer à cette insertion professionnelle et de ne pas être trop loin du monde de l'éducation. Parce que le monde de l'éducation, il y a une valeur qui est hyper importante pour nous, c'est l'indépendance. Et faire des études aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est avoir accès à cette indépendance, celle de choisir des choix de carrière qui sont alignés avec nos valeurs. Et d'ailleurs, c'est le pourquoi de Mentor Goal, hein, c'est aider des personnes à faire des choix de carrière alignés avec leurs valeurs. Et alors, si vous aviez un dernier conseil à le lycéen que vous avez pu être, par exemple, pour son avenir professionnel, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Euh,
Si j'avais un dernier conseil à donner aux lycéens que j'avais pu être, c'était continue de faire des choses à côté de tes études. C'est-à-dire que les études, c'est juste une partie de la vie étudiante. Dans les 24 heures qu'on a, après une bonne nuit de sommeil, il y a des engagements. Moi, j'ai fait un service civique aussi pendant mes études. Ça m'a ouvert énormément de portes. Du coup, pour les personnes aujourd'hui qui se posent des questions, les études, c'est une partie. Et il y a donc voilà les engagements, l'entrepreneuriat. Il y a aussi s'amuser. C'est aussi très très important. Et donc tout ça pour dire que voilà, avoir des 18, des 20 à l'école, c'est génial, mais avoir 12 et à côté avoir un petit business ou faire un service civique, c'est aussi presque mieux, je dirais, de mon point de vue. Donc on peut avoir 12 et vendre des biscuits à côté, c'est parfaitement... Exactement. Ça marche. Merci beaucoup Mansour pour ce temps Merci que vous nous avez Anaïs. accordé. Merci beaucoup.